Dans le salon feutré de son appartement londonien, Hercule Poirot était assis dans son fauteuil favori, une tasse de café fumante entre les mains. Les rideaux de velours rouge étaient tirés à moitié, laissant filtrer une lumière dorée qui dansait sur les meubles polis en chêne. Sur la table basse, une pile de journaux du matin semblait attendre patiemment d'être consultée, mais l'esprit du détective était ailleurs, occupé à contempler les subtilités d'une affaire récente. Le tic-tac régulier de l'horloge murale brisait le silence, comme un rappel du temps qui passe. Soudain, un coup sec à la porte interrompit sa rêverie. C'était Georges, son fidèle valet, portant une enveloppe cachetée sur un plateau d'argent. « Monsieur Poirot, ceci vient d'arriver par coursier, il semble urgent. » Poirot, avec sa précision habituelle, prit l'enveloppe et l'examina. Le papier était de qualité supérieure, l'écriture élégante mais pressée. Il ouvrit le pli d'un geste délicat, révélant une lettre manuscrite qui l'invitait à se rendre dans une demeure isolée à la campagne. « Mon cher monsieur Poirot, » commençait la lettre rédigée dans un français impeccable, « je vous conjure de venir à mon domaine, le château de Vallombreuse, où une affaire des plus graves exige votre génie. Une vie est en jeu, et le temps presse. Je vous attends demain à midi. Sincèrement, Émilie de Vallombreuse. » Poirot fronça les sourcils, ses petites cellules grises déjà en ébullition. Une invitation aussi formelle ne pouvait qu'abriter un mystère. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la rue animée en contrebas. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, semblaient indifférents au drame qui se tramait. Pourtant, Poirot savait que derrière cette façade de normalité, des secrets sombres attendaient d'être dévoilés. Il se tourna vers Georges et déclara avec une gravité mesurée « Préparez mes affaires, mon ami. Nous partons pour la campagne. Une affaire de la plus haute importance m'appelle. » Le trajet en train fut long, mais paisible. Les paysages hivernaux défilant comme un tableau en mouvement. Les champs enneigés et les forêts silencieuses contrastaient avec l'agitation de Londres. Poirot, assis près de la fenêtre, réfléchissait à la nature de cette invitation. Émilie de Vallombreuse, une aristocrate connue pour son excentricité, semblait désespérée. Pourquoi lui, et non un autre? Était-ce une question d'honneur, de confiance ou de quelque chose de plus sinistre? À l'arrivée à la gare la plus proche du château, une voiture noire les attendait, conduite par un homme au visage fermé. Le chemin sinueux menait à travers des bois sombres, où les branches nues des arbres semblaient tendre des doigts crochus vers le ciel gris. Poirot, observant chaque détail, nota l'absence de toute autre habitation. Le château, lorsqu'il apparut enfin, se dressait comme une sentinelle austère, ses tours gothiques se perdant dans la brume. En descendant de la voiture, Poirot ajusta son manteau et murmura pour lui-même « Il y a ici une atmosphère de tragédie, n'est-ce ? Pas, Georges. Les murs eux-mêmes semblent murmurer des secrets. » Il gravit les marches de pierre menant à l'entrée massive, où une femme d'âge mûr, vêtue de noir, l'attendait. « Monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix tremblante, « vous êtes notre dernier espoir. Entrez, je vous prie. » L'intérieur du château de Vallombreuse était à la fois grandiose et oppressant. Les murs de pierre étaient ornés de portraits ancestraux, au regard sévère, leurs yeux semblant suivre chaque mouvement de Poirot alors qu'il traversait le grand hall. Un lustre de cristal pendait au plafond, projetant des reflets froids sur le sol de marbre noir et blanc. Une odeur de cire et de bois ancien emplissait l'air, mêlée à une tension palpable. Émilie de Vallombreuse, une femme aux cheveux gris acier et aux yeux perçants, l'accueillit dans le salon principal. La pièce était meublée de canapés, de velours vert et de tables basses en acajou, mais l'atmosphère était lourde, comme si un poids invisible pesait sur chaque objet. Une cheminée crépitait, mais sa chaleur ne parvenait pas à dissiper le froid qui semblait émaner des murs, eux-mêmes. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, « je vous remercie d'être venu. Nous sommes en grand danger. » Poirot, s'inclinant légèrement,
répondit avec sa courtoisie habituelle. « Madame, je suis honoré par votre confiance. Permettez-moi de vous assurer que mes petites cellules grises sont déjà à l'œuvre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer la nature de ce danger ?» Émilie hésita, jetant un regard nerveux vers la porte comme si elle craignait d'être écoutée. Enfin, elle murmura « C'est mon fils Adrien. Il a fait un pari insensé, et maintenant, je crains pour sa vie. » Elle lui tendit une lettre froissée, écrite d'une main tremblante. Les mots étaient cryptiques. « Si tu perds, tu paieras de ta vie. Le jeu a commencé. » Poirot, examinant le papier avec soin, nota l'encre noire et l'absence de signature. « Fascinant, » murmura-t-il. « Un pari qui mène à la mort. Cela rappelle les drames shakespeariens, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas dans une tragédie, madame. Nous sommes dans la réalité. Et la réalité, je la maîtrise. » Georges, resté en retrait, observait la scène avec une discrétion exemplaire. Le château semblait vivant, avec ses craquements soudains et ses ombres dansantes. Poirot, cependant, ne se laissait pas impressionner. Il demanda à voir Adrien immédiatement, mais Émilie secoua la tête. « Il est parti hier soir, sans un mot. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les refoula avec dignité. Poirot se leva et marcha jusqu'à une fenêtre donnant sur le jardin enveloppé de brume. Les arbres nus semblaient de former une barrière naturelle autour du domaine, comme s'ils gardaient un secret. « Madame, dit-il enfin d'un ton solennel, je vous promets de découvrir la vérité. Mais pour cela, j'aurai besoin de tous les détails, même ceux que vous jugez insignifiants. Rien n'échappe à Hercule Poirot. » Émilie hocha la tête, un faible espoir brillant dans ses yeux. La nuit tombait sur le château, et les ombres s'allongeaient, transformant les couloirs en un labyrinthe inquiétant. Poirot, cependant, était déterminé. « Georges, ordonna-t-il, préparez ma chambre. Demain, nous commencerons notre enquête. Ce pari mortel ne restera pas impuni. » Le lendemain matin, une lumière pâle filtrait à travers les vitres, teintées du château, donnant au couloir une teinte spectrale. Hercule Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris-perle, descendit l'escalier principal, ses pas résonnant sur le marbre froid. Les portraits au mur semblaient le juger, leurs visages figés dans une expression de mépris aristocratique. Une odeur de bois humide et de cire flottait dans l'air, accentuant l'impression d'un lieu figé dans le temps. Dans la salle à manger, Émilie de Vallombreuse l'attendait, entourée de quelques membres de sa maisonnée. Il y avait son neveu Charles, un homme aux manières brusques et au regard fuyant, et sa gouvernante Madame Dubois, une femme austère dont les lèvres pincées trahissaient une méfiance profonde. Le petit déjeuner était disposé sur une table longue, des croissants dorés, du café noir et des fruits frais, mais personne ne touchait à la nourriture. L'atmosphère était tendue, comme si chaque personne cachait un secret. « Mesdames, messieurs » commença Poirot, sa voix claire et autoritaire. « Je vous remercie de votre hospitalité. Cependant, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes ici face à une affaire grave. Le sort d'Adrien de Vallombreuse dépend de notre coopération. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me raconter tout ce que vous savez sur ce pari fatal ?» Charles ricana, croisant les bras. « Un pari ? C'est ridicule. Mon cousin a toujours été impulsif. Il a probablement fui ses responsabilités, comme d'habitude. » Émilie, les mains tremblantes, intervint. « Non, Charles, tu te trompes. Adrien n'est pas un lâche. Ce pari, c'était une folie, un défi lancé par un inconnu lors d'une soirée à Paris. Il parlait d'un trésor caché dans le domaine, mais aussi d'une malédiction. Depuis, il est tenté. » Poirot, fronçant légèrement les sourcils, nota chaque mot. Ses petites cellules grises tournèrent déjà, analysant les contradictions et les silences. Après le petit déjeuner, Poirot demanda à explorer le domaine. Accompagné de Georges, il se rendit dans la bibliothèque, une pièce immense aux étagères de bois sombre débordant de livres anciens.
L'odeur du papier jauni et du cuir remplissait l'air, tandis qu'un feu crépitait faiblement dans l'âtre. Sur une table, il trouva un journal intime appartenant à Adrien ouvert à une page récente. Les mots étaient hâtifs, presque illisibles. Ils savent. Le jeu est truqué, je ne peux plus reculer. Intéressant, murmura Poirot, ajustant ses lunettes. Un jeu truqué, dites-vous? Cela implique une trahison, peut-être une conspiration. Georges, prenez note. Nous devons interroger chaque personne ici. Rien n'est anodin dans une affaire aussi complexe. Dehors, le vent hurlait, faisant trembler les vitres. Les arbres du jardin semblaient se pencher, comme s'ils écoutaient. De retour dans le hall, Poirot croisa Madame Dubois qui portait un plateau de thé. « Madame, dit-il avec une politesse exquise, auriez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Un étranger peut-être? Ou une dispute ?» La gouvernante hésita puis répondit d'un ton sec. « Rien d'important, monsieur, seulement des ombres et des murmures. Ce château est vieux, il a ses secrets. » Poirot hocha la tête, mais ses yeux brillèrent d'une lueur de suspicion. La journée s'achevait et les ombres s'allongeaient dans les couloirs. Poirot, seul dans sa chambre, méditait sur les indices. Un trésor, une malédiction, un pari, tout cela sans le drame, mais aussi la logique. Demain, nous irons plus loin. Rien n'échappe à Hercule Poirot, pas même les ombres du passé. Le lendemain, une pluie fine tombait sur le château, transformant les fenêtres en rideaux de perles grises. Hercule Poirot, vêtu d'un imperméable léger, décida d'explorer les sous-sols du domaine, où Émilie lui avait parlé d'une chambre secrète mentionnée dans les légendes familiales. Les escaliers de pierre étaient humides, et une odeur de moisi s'élevait des murs couverts de mousse. Chaque pas résonnait comme un écho dans les profondeurs, ajoutant une note d'angoisse à l'atmosphère. Arrivé au sous-sol, Poirot trouva une porte de bois massif, renforcée de fer rouillé. Georges, portant une lanterne, éclaira l'inscription, gravée sur le linteau, « Aux audacieux la gloire, aux imprudents la mort ». Poirot, impassible, murmura « Une mise en garde ou une invitation? Nous verrons bien. » Il força la porte avec l'aide de Georges, révélant une pièce sombre et poussiéreuse, remplie de coffres, de cartes anciennes et d'objets oubliés. Au centre de la chambre, une table de pierre portait une boîte en métal ornée de symboles alchimiques. À l'intérieur, Poirot trouva une série de lettres et une médaille gravée d'une devise latine. Ludus mortis. Le jeu de la mort. Fascinant, dit-il, ses yeux brillants d'excitation intellectuelle. Voici la preuve d'un jeu ancien, peut-être lié à ce pari moderne. Georges, prenez garde. Nous marchons sur un terrain dangereux. De retour au rez-de-chaussée, Poirot convoqua Émilie et Charles dans le salon. La pluie tambourinait contre les vitres, et le feu dans l'âtre projetait des ombres dansantes sur les murs. « Madame, monsieur, commença-t-il, d'un ton grave. J'ai découvert une chambre secrète contenant des indices troublants. Ce pari n'est pas une simple lubie. Il semble s'inspirer d'une tradition familiale, peut-être même d'une malédiction. Pouvez-vous m'éclairer » Émilie blême murmura. « Ma famille a toujours été obsédée par un trésor légendaire, caché quelque part sur ces terres. Mais chaque génération qui l'a cherché a connu la tragédie. Adrien croyait pouvoir briser la malédiction. Il était si jeune, si naïf. » Charles, cependant, éclata de rire. « Des contes de bonnes femmes. Adrien a toujours aimé les drames. Il a probablement inventé tout cela pour attirer l'attention. » Poirot, impassible, ajusta sa moustache. « Avec soin, monsieur Charles. Vos paroles sont intéressantes, mais elles manquent de logique. Pourquoi un jeune homme risquerait-il sa vie pour un simple jeu, si ce n'est par peur ou par ambition? Non, il y a ici une vérité plus profonde, et je la découvrirai. » Il se tourna vers Émilie. « Madame, avez-vous une liste des invités de cette soirée à Paris? Chaque détail compte. » La nuit tomba, et le château sembla se refermer sur ses occupants.
Poirot, seul dans la bibliothèque, relut les lettres trouvées dans la chambre secrète. Les mots étaient énigmatiques, mais une phrase attira son « Attention, le gagnant prend tout, mais le perdant perd tout, y compris son souffle. » Un frisson le traversa, non de peur mais d'anticipation. « Demain, murmura-t-il, nous approcherons de la vérité. » Le matin suivant, une brume épaisse enveloppait le château de Vallombreuse, rendant l'air lourd et silencieux. Hercule Poirot, vêtu d'un costume impeccablement repassé, se tenait dans le grand hall, observant les rayons du soleil lutter pour percer le voile gris à travers les vitres gothiques. Les portraits au mur, avec leurs yeux peints, semblaient le scruter comme s'ils connaissaient des secrets qu'ils refusaient de révéler. Une odeur de bois brûlé et de cire flottait, mêlée à une tension palpable. Poirot avait convoqué tous les résidents du château dans le salon pour un interrogatoire formel. Émilie, Charles, Madame Dubois et un nouveau visage, un certain Monsieur Laurent, un ami d'Adrien venu de Paris, étaient présents. Le salon, avec ses meubles lourds et ses tapis rouges, était éclairé par des chandelles, car l'électricité semblait capricieuse dans ce vieux domaine. « Mesdames, messieurs, » commença Poirot, sa voix résonnant avec autorité, « nous devons clarifier certains points. Chaque parole, chaque silence pourrait être crucial. » Monsieur Laurent, un homme élégant mais nerveux, prit la parole en premier. « Monsieur Poirot, je n'ai fait que suivre Adrien à cette soirée à Paris. C'était un jeu innocent, un pari sur l'honneur. Mais ensuite, un inconnu masqué a lancé un défi, trouver le trésor de Vallombreuse ou mourir. Adrien a ri, mais je voyais la peur dans ses yeux. » Poirot, hochant la tête, nota mentalement chaque détail. Fascinant. Un inconnu masqué. Cela sent l'intrigue, n'est-ce pas? Émilie, les mains crispées sur ses genoux, ajouta « Ce trésor est une légende, rien de plus. » Mais Adrien y croyait dur comme fer. Il disait qu'il avait trouvé une carte dans les archives familiales. Peut-être est-elle encore quelque part dans le château. Charles, croisant les bras, ricana. Des contes. Adrien était un rêveur. S'il a disparu, c'est qu'il a fui ses dettes, pas à cause d'un trésor imaginaire. Poirot, impassible, ajusta sa moustache avec soin. « Vos paroles sont intéressantes, monsieur, mais elles manquent de cohérence. » Après l'interrogatoire, Poirot se rendit dans les archives familiales, une pièce sombre et poussiéreuse située dans une tour isolée. Les étagères croulaient, sous le poids de documents jaunis, et une odeur de moisi emplissait l'air. Avec l'aide de Georges, il fouilla parmi les papiers, jusqu'à trouver une vieille carte dessinée à la main, marquée de symboles étranges et d'une inscription. « Le cœur du labyrinthe garde le secret. » Poirot murmura. « Intéressant. Un labyrinthe. Cela explique beaucoup de choses. » De retour au salon, il réunit à nouveau les suspects. « Mesdames, messieurs, » déclara-t-il d'un ton solennel, « j'ai trouvé une carte qui pourrait mener au trésor. Mais elle parle aussi d'un labyrinthe. Savez-vous où il se trouve ?» Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Enfin, Madame Dubois murmura. « Il y a des rumeurs d'un jardin labyrinthique derrière le château, abandonné depuis des décennies, mais personne n'y va. On dit qu'il est maudit. » La nuit tombait et les ombres dansaient sur les murs du château. Poirot, seul dans sa chambre, méditait sur les indices. Un labyrinthe, un trésor, une malédiction, tout cela forme un puzzle complexe. Mais Hercule Poirot excelle à assembler les pièces. Demain, nous explorerons ce jardin. Rien ne restera caché. Le lendemain, une pluie fine et persistante tombait sur le domaine, transformant le sol en boue et les arbres en silhouette spectrale. Hercule Poirot, vêtu d'un manteau imperméable et tenant une canne élégante, se dirigea vers le jardin labyrinthique derrière le château, accompagné de Georges et de Charles, qui avaient insisté pour les guider. Les haies hautes et emmêlées formaient un mur impénétrable, leurs branches nues dégoulinant d'eau. Une odeur de terre humide et de feuilles pourrissantes emplissait l'air,
ajoutant une note de désolation. Le labyrinthe s'ouvrait devant eux comme une bouche sombre, ses chemins étroits et tortueux disparaissant dans la brume. Les murs de Hayes, hauts de plus de 2 mètres, semblaient vibrer sous le vent comme s'ils vivaient. Poirot, observant chaque détail avec soin, murmura « C'est un lieu étrange, n'est-ce pas, Georges? Construit pour cacher ou pour piéger ?» Charles, nerveux, répondit « Personne n'y vient depuis des générations. C'est juste une relique. » Alors qu'il progressait, Poirot remarqua des marques sur les haies, des griffures, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper. Soudain, un craquement retentit, et une ombre passa rapidement entre les allées. « Attendez !» s'écria Poirot, mais l'ombre avait déjà disparu. Il se tourna vers Charles. « Monsieur, avez-vous vu cela? Une présence ici, peut-être celle d'Adrien ou d'un autre. Nous devons être prudents. » Au centre du labyrinthe, ils découvrirent une clairière entourée de statues brisées, représentant des figures mythologiques. Au milieu se dressait une fontaine sèche ornée d'un bas-relief montrant un homme tenant une coupe et une épée. Sur la base, une inscription latine « Qui ose gagne, qui échoue périt ». Poirot, fasciné, murmura « Un avertissement clair. Ce lieu n'est pas seulement un jardin, mais un théâtre de défis anciens. » De retour au château, Poirot réunit Émilie et les autres dans le salon. La pluie tambourinait contre les vitres et le feu crépitait faiblement. « Madame, messieurs, » commença-t-il d'un ton grave, « le labyrinthe cache plus qu'un trésor. Il y a des signes de lutte, peut-être même une présence récente. Adrien est-il encore vivant, ou sommes-nous à la recherche d'un corps? Je vous conjure de me dire tout ce que vous savez, ce lieu. » Il disait qu'il y avait une vérité cachée, une clé pour briser la malédiction. Mais maintenant, je crains le pire. Charles, cependant, restait silencieux, son regard fuyant trahissant une nervosité croissante. Poirot nota ce détail avec intérêt. « Demain, conclut-il, nous retournerons au labyrinthe. La vérité est proche, je le sens. » La nuit enveloppa le château d'un silence oppressant. Poirot, seul dans sa chambre, relut la carte et les inscriptions. Un jeu mortel, un labyrinthe, des ombres. Tout cela forme une toile complexe. Mais Hercule Poirot la démêlera. Rien ne m'échappe, pas même les secrets les plus sombres. Le lendemain, une lumière blafarde perçait à peine la brume qui enveloppait le château de Vallombreuse, donnant à chaque coin du domaine une allure fantomatique. Hercule Poirot, vêtu de son habituel costume impeccable, se tenait dans le grand hall, observant les lustres de cristal qui projetaient des reflets froids sur les murs de pierre. Une odeur de cire et de bois humide persistait, mais une nouvelle tension semblait vibrer dans l'air, comme si le château lui-même retenait son souffle. Ce matin-là, un événement troublant se produisit. Une lettre anonyme fut glissée sous la porte de Poirot. L'enveloppe était simple, mais l'écriture, angulaire et nerveuse, attirait immédiatement l'attention. À l'intérieur, un message bref et menaçant. « Quittez ce lieu, ou partagez le sort d'Adrien. Le jeu continue. » Poirot, fronçant légèrement les sourcils, murmura « Intéressant, une menace directe. Cela indique une peur ou une intention de protéger un secret. Georges, prenez garde. Nous sommes observés. » Il convoqua immédiatement Émilie, Charles et Monsieur Laurent dans la bibliothèque, une pièce où les étagères, de bois sombre, semblaient absorber la lumière. Les flammes dans l'âtre crépitaient faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres anciens. « Mesdames, messieurs, » commença Poirot, sa voix teintée d'une autorité calme, « une nouvelle menace est apparue. Quelqu'un ici, ou à l'extérieur, ne veut pas que nous progressions. Qui parmi vous pourrait être impliqué ?» Émilie, les mains tremblantes, protesta. « Ce n'est pas possible. Nous sommes tous inquiets pour Adrien. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous menacer, monsieur Poirot ?» Charles, cependant, haussa les épaules avec une nonchalance feinte. « Peut-être est-ce un plaisantin. »
Ou peut-être Adrien lui-même essaie de nous effrayer. Il a toujours aimé les drames. Poirot, observant chaque réaction, nota la sueur sur le front de Charles. Ses petites cellules grises tournaient à pleine vitesse. Après l'interrogatoire, Poirot décida de retourner au labyrinthe, accompagné cette fois de Monsieur Laurent, qui semblait connaître des détails supplémentaires sur la soirée parisienne. Les haies, trempées par la pluie de la veille, dégageaient une odeur de terre et de végétation pourrissante. Le silence était presque oppressant, brisé seulement par le craquement occasionnel des branches sous leurs pas. « Monsieur Laurent, dit Poirot d'un ton formel, vous avez mentionné un inconnu masqué. Pourriez-vous décrire davantage cette personne ?» Laurent hésita puis répondit « C'était un homme grand vêtu d'un manteau noir. Sa voix était déformée, comme s'il utilisait un dispositif. Il a dit que le Paris était ancien, lié à une société secrète. Adrien a ri, mais je voyais qu'il était terrifié. » Poirot hocha la tête, absorbant chaque détail. Au centre du labyrinthe, ils trouvèrent une nouvelle inscription sur la fontaine. « Le temps s'épuise. Le prochain sera vous. » De retour au château, Poirot réunit tous les suspects dans le salon. La tension était palpable, les visages blêmes à la lueur des chandelles. « Mesdames, messieurs, déclara-t-il d'un ton solennel, nous sommes face à une conspiration. Ce n'est pas seulement un pari, mais un jeu mortel orchestré par une main invisible. Je vous conjure de coopérer pleinement, ou le danger s'aggravera. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. La nuit tomba et les ombres s'allongèrent dans les couloirs. Poirot, seul dans sa chambre, relut la lettre anonyme et la carte du labyrinthe. Une société secrète, un jeu ancien, tout cela forme une toile complexe, mais Hercule Poirot la démêlera. Demain, nous irons plus loin. Rien ne m'échappe, pas même la peur elle-même. Cette nuit-là, un cri perçant déchira le silence du château, réveillant tous ses occupants. Hercule Poirot, vêtu d'une robe de chambre élégante, se précipita dans le couloir, suivi de Georges, qui portait une lampe à huile. Les murs de pierre renvoyaient des échos sinistres, et une odeur de cire brûlée flottait dans l'air, mêlée à une peur palpable. Les portraits au mur semblaient observer la scène, leurs yeux peints brillant d'une lueur étrange sous la lumière tremblante. Le cri provenait de la chambre d'Émilie. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent la maîtresse des lieux, tremblante, pointant un doigt vers la fenêtre. « Là !» haleta-t-elle. « J'ai vu une silhouette dehors, près du labyrinthe. Elle portait un manteau noir comme celui de l'inconnu à Paris. » Poirot, calmement, s'approcha de la fenêtre et scruta l'obscurité. La brume dissimulait tout, mais il nota des traces fraîches dans la boue sous la fenêtre. « Fascinant, murmura-t-il. Une visite nocturne. Cela confirme nos soupçons. » Il réunit immédiatement tous les résidents dans le grand hall, où les chandelles projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, sa voix ferme mais teintée d'une urgence rare. Quelqu'un ou quelque chose rôde autour de ce château. Ce n'est pas une coïncidence. Qui parmi vous pourrait être impliqué ou sait quelque chose qu'il ne dit pas? Charles, nerveux, protesta. C'est ridicule. C'est probablement un braconnier ou un vagabond. Cependant, Madame Dubois, d'ordinaire si réservée, prit la parole d'une voix tremblante. Il y a des rumeurs, monsieur Poirot. Des histoires de gardiens du trésor, des esprits qui protègent le secret du labyrinthe. Peut-être est-ce l'un d'eux. Poirot, impassible, ajusta ses lunettes. Des esprits? Non, madame. Ce que nous affrontons est humain, mais rusé. Une logique froide se cache derrière ces événements, et je la découvrirai. Le lendemain matin, Poirot retourna au labyrinthe avec Georges et Charles, déterminés à trouver des indices. La brume s'était dissipée, révélant les haies trempées et les statues brisées au centre. Sur une des statues, ils trouvèrent un morceau de tissu noir, semblable à celui décrit par Émilie. « Voilà une preuve tangible, » dit Poirot,
le tenant délicatement. Quelqu'un joue un rôle dans ce drame et ce tissu nous mènera à lui. De retour au château, il interrogea à nouveau Monsieur Laurent qui semblait de plus en plus agité. « Monsieur, » dit Poirot d'un ton formel mais pressant, « vous savez plus que vous ne le dites. Ce tissu, cette silhouette, elles sont liées à votre soirée à Paris. Parlez, je vous prie, ou le danger s'aggravera. » Laurent Blême avoua enfin « Il y avait un nom murmuré cette nuit-là, la fraternité des ombres. Il jure de protéger le trésor à tout prix. » La nuit suivante, le château resta silencieux, mais Poirot sentit que le danger était plus proche que jamais. Dans sa chambre, il médita sur les nouveaux éléments. Une fraternité secrète, un tissu, une silhouette. Tout cela forme un tableau plus clair. Demain, nous confronterons la vérité. Rien ne résiste à Hercule Poirot, pas même les ombres les plus sombres. Le lendemain, une lumière pâle et froide inondait le château de Vallombreuse, accentuant les ombres dans les coins sombres des couloirs. Hercule Poirot, impeccablement vêtu, se tenait dans la bibliothèque, entouré de livres anciens dont les reliures de cuir craquaient sous ses doigts. Une odeur de papier jauni et de cire brûlée emplissait l'air, tandis que le feu dans l'âtre crépitait doucement, projetant des reflets d'encens sur les murs tapissés. La tension dans le domaine était presque palpable, comme si chaque mur retenait un secret prêt à éclater. Armé des informations de M. Laurent sur la fraternité des ombres, Poirot décida d'interroger à nouveau tous les résidents dans le grand salon. Les meubles de velours rouge et les tapis, épais, contrastaient avec les visages blêmes et nerveux des présents. Émilie, Charles, Madame Dubois et Laurent. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il, sa voix claire et autoritaire. « Nous savons maintenant qu'une organisation secrète est impliquée. Qui parmi vous a des liens avec cette fraternité des ombres ?» Émilie, les yeux brillants de larmes, secoua la tête. « Je n'ai jamais entendu parler de cela, monsieur Poirot. Ma famille a toujours été hantée par des légendes, mais jamais je n'ai soupçonné une telle conspiration. » Charles, cependant, semblait de plus en plus agité, ses doigts tapotant nerveusement sur l'accoudoir de son fauteuil. « C'est absurde, » marmonna-t-il, mais son regard fuyant trahissait sa nervosité. Poirot nota ce détail avec un sourire presque imperceptible. Après l'interrogatoire, Poirot demanda à voir les archives familiales une nouvelle fois, accompagné de Georges. Dans la tour isolée, les documents jaunis et les cartes anciennes dégageaient une odeur de poussière et de temps oubliés. Parmi les piles de papier, il trouva une lettre scellée, datée de plusieurs décennies, portant le sceau, d'une main tenant une dague et une coupe, le symbole de la fraternité. « Fascinant », murmura-t-il. « Voici la preuve d'une connexion ancienne. Georges, prenez note. Nous approchons du cœur du mystère. » De retour au salon, Poirot confronta Charles directement. « Monsieur, dit-il d'un ton solennel, votre nervosité est évidente. Avez-vous par hasard des liens avec cette fraternité? Ou savez-vous où se trouve Adrien ?» Charles pâlit, mais avant qu'il puisse répondre, un bruit sourd retentit dehors, un cri étouffé venant du labyrinthe. « Vite !» ordonna Poirot, et tous se précipitèrent vers le jardin, le cœur battant. Dans le labyrinthe, ils trouvèrent une trace récente, des empreintes boueuses menant à une haie brisée, comme si quelqu'un s'était enfui en hâte. Sur une branche, un autre morceau de tissu noir était accroché, identique à celui trouvé auparavant. « Cela confirme nos soupçons », dit Poirot, ses yeux brillant d'une lueur de triomphe intellectuel. « La fraternité est ici, et elle protège quelque chose, ou quelqu'un. » La nuit tomba sur le château, et les ombres s'allongèrent, transformant les couloirs en un labyrinthe de peur. Poirot, seul dans sa chambre, relut la lettre ancienne et médita sur les pièces du puzzle. Une organisation secrète, des traces, des menaces. Tout cela forme une logique implacable. Demain, nous percerons ce mystère. Rien ne résiste à Hercule Poirot, pas même les ténèbres les plus profondes.
Le lendemain, une tempête se leva, secouant les vitres du château et faisant rugir le vent à travers les arbres du domaine. Hercule Poirot, vêtu d'un manteau, sombre et tenant sa canne avec assurance, se tenait dans le grand hall, observant les éclairs illuminer les portraits ancestraux au mur. Une odeur de pluie et de bois mouillé s'infiltrait par les interstices, ajoutant une note de chaos à l'atmosphère déjà tendue. Il savait que le moment était venu de confronter la vérité. Il réunit tous les suspects dans le salon, où les chandelles vacillaient sous les rafales de vent qui s'engouffraient par les cheminées. Émilie, Charles, Madame Dubois et Monsieur Laurent étaient là, leurs visages marqués par la fatigue et la peur. « Mesdames, messieurs » commença Poirot, sa voix résonnant avec une autorité incontestable. « Le temps est venu de révéler la vérité. Je sais maintenant qui est derrière ce pari mortel. Et pourquoi Adrien a disparu ?» Il se tourna vers Charles, dont les yeux s'écarquillèrent de panique. « Monsieur Charles, » continua Poirot d'un ton glacial mais poli, « vous êtes membre de la Fraternité des Ombres, n'est-ce pas? C'est vous qui avez poussé Adrien à accepter ce pari, dans l'espoir de revendiquer le trésor pour vous-même. Mais quelque chose a mal tourné, et maintenant, vous craignez pour votre propre vie. » Charles bondit, mais Georges le retint, fermement. Émilie, horrifiée, murmura « Charles, est-ce vrai? Comment as-tu pu trahir ton propre cousin ?» Charles, blême, avoua enfin « Oui, j'ai rejoint la fraternité il y a des années. Ils m'ont promis la richesse, mais le prix était trop élevé. Adrien a trouvé la carte et j'ai dû l'arrêter. Je ne voulais pas qu'il meure, je le jure. » Poirot hocha la tête, impassible. « Votre logique est défaillante, monsieur. Vous avez sous-estimé le danger, et maintenant nous devons sauver Adrien s'il est encore en vie. » Poirot mena le groupe vers le labyrinthe, malgré la tempête. Les haies fouettées par le vent semblaient vivantes, leurs branches griffant, l'air comme des doigts désespérés. Au centre, ils trouvèrent une trappe cachée sous la fontaine menant à un souterrain sombre. « Voici où tout a commencé, » dit Poirot, allumant une lanterne. « La vérité est en bas, et nous la confronterons. » Dans le souterrain, ils découvrirent Adrien, faible mais vivant, enchaîné à un mur de pierre. À côté de lui, un homme masqué gisait inconscient, un membre de la fraternité sans doute. « Monsieur Adrien, » dit Poirot d'un ton réconfortant, « vous êtes sauf maintenant, mais racontez-moi tout. Qui vous a fait cela, et pourquoi ?» Adrien, la voix tremblante, murmura « C'était Charles, et d'autres. Ils veulent le trésor. Mais il y a une malédiction. Nous devons l'arrêter. » De retour au château, Poirot conclut l'affaire dans le salon, alors que la tempête s'apaisait. « Mesdames, messieurs, » déclara-t-il, « la logique triomphe toujours. Charles sera remis à la justice, et la fraternité sera démantelée. Quant au trésor, il restera caché car sa quête n'apporte que la ruine. » Un silence respectueux suivit, tandis que chacun réalisait l'ampleur du drame. La nuit tomba, et le château retrouva une paix fragile. Poirot, seul dans sa chambre, sourit doucement. « Une autre énigme résolue, » murmura-t-il. « Mes petites cellules grises n'ont jamais failli. Demain, nous rentrerons à Londres, mais pour l'instant, le mystère est clos. » Le lendemain, une lumière douce filtrait à travers les vitres du château de Vallombreuse, dissipant peu à peu la brume qui avait enveloppé le domaine pendant des jours. Hercule Poirot, vêtu d'un costume gris impeccablement repassé, se tenait dans la bibliothèque entouré de piles de documents et de cartes anciennes. Une odeur de papier jauni et de cire brûlée emplissait l'air, tandis que le feu dans l'âtre crépitait doucement, projetant des ombres sur les étagères de bois sombre. Le calme apparent contrastait avec la tension qui persistait après les révélations de la veille. Avec Adrien sauvé et Charles en garde à vue, sous la surveillance de Georges, Poirot se tourna vers les derniers mystères, la nature exacte du trésor et la véritable portée de la fraternité des ombres. Il convoqua Émilie et Monsieur Laurent dans le salon,
où les meubles de velours rouge et les tapis épais offraient un cadre solennel. « Madame, monsieur » commença-t-il, sa voix mesurée mais ferme. « Nous avons progressé, mais des questions subsistent. Que savez-vous du trésor légendaire et de ses gardiens » Émilie, encore sous le choc de la trahison de Charles, murmura. « Selon la légende familiale, le trésor est une collection d'artefacts anciens, cachés par un ancêtre pour protéger notre lignée. Mais chaque tentative pour le retrouver a conduit à la ruine. Peut-être est-ce mieux qu'il reste perdu. » Laurent, nerveux, ajouta « La fraternité croit qu'il contient un pouvoir immense, mais je ne sais pas quoi. Ils sont fanatiques, prêts à tout pour le récupérer. » Poirot, ajustant ses lunettes avec soin, réfléchit un instant. Fascinant, un pouvoir immense. Cela pourrait expliquer leur obsession, mais aussi leur peur. Nous devons explorer le souterrain une dernière fois. Peut-être y trouverons-nous la clé finale. Accompagné de Georges, il redescendit dans le labyrinthe, où les haies trempées luisaient sous la lumière du matin. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre et des feuilles pourrissantes. Dans le souterrain, ils découvrirent une chambre secrète derrière la cellule où Adrien avait été retenu. Les murs étaient couverts de fresques anciennes, représentant des scènes de batailles et de rituels, tandis qu'au centre trônait un coffre de pierre orné de symboles alchimiques. « Voici le cœur du mystère », murmura Poirot, ouvrant le coffre avec précaution. À l'intérieur, ils trouvèrent des bijoux, des parchemins et une dague gravée du sceau de la fraternité. « Intéressant, » dit-il. « Ce n'est pas seulement un trésor, mais un héritage dangereux. » De retour au château, Poirot réunit tout le monde dans le grand hall. Les portraits au mur semblaient observer la scène, leurs yeux peints brillant d'une lueur étrange sous la lumière des chandelles. « Mesdames, messieurs, » déclara-t-il d'un ton solennel, « le trésor est retrouvé, mais il ne doit jamais être revendiqué. Il porte une malédiction, une logique de destruction. Je suggère qu'il soit scellé à jamais, sous la surveillance des autorités. » La nuit tomba sur le domaine, et un silence pesant s'installa. Poirot, seul, dans sa chambre, médita sur l'affaire. « Une fois de plus, la logique a triomphé, » murmura-t-il. « Mais il reste une dernière tâche, s'assurer que la fraternité ne reviendra pas. Demain, nous finaliserons tout. » Le matin suivant, un soleil timide perça les nuages, illuminant le château de Vallombreuse d'une lumière presque rédemptrice. Hercule Poirot, vêtu d'un manteau léger, se tenait dans le grand hall, observant les rayons jouer sur les murs de pierre. Une odeur de bois fraîchement ciré et de café flottait dans l'air, signe d'un retour à la normalité, bien que le poids des événements passés pesât encore sur le domaine. Il savait que le moment était venu de conclure cette affaire. Il convoqua les autorités locales, qui arrivèrent en fin de matinée, accompagné d'un inspecteur de Scotland Yard. Dans le salon, où les chandelles avaient été remplacées par une lumière naturelle, Poirot présenta ses conclusions. « Messieurs, » commença-t-il d'un ton formel et précis, « Charles de Vallombreuse, membre de la Fraternité des Ombres, a orchestré le pari fatal dans le but de s'approprier un trésor ancien. Adrien, bien qu'imprudent, était une victime de cette conspiration. » L'inspecteur, impressionné par la clarté des déductions de Poirot, prit note de chaque détail. « Et le trésor, monsieur Poirot? Que devons-nous en faire ?» demanda-t-il. Poirot, avec une gravité mesurée, répondit « Il doit être scellé et placé sous garde. Sa quête n'a apporté que souffrance. La logique dicte qu'il reste, hors de portée, pour le bien de tous. » Émilie, soulagée mais épuisée, hocha la tête en signe d'assentiment. Pendant que les autorités emportaient Charles et scellèrent le souterrain, Poirot interrogea une dernière fois Adrien, qui récupérait lentement dans sa chambre. « Monsieur Adrien, dit-il d'un ton paternaliste mais ferme, vous avez frôlé la mort par votre témérité. Promettez-moi de laisser ces légendes derrière vous. La logique, et non l'aventure, doit guider vos pas à l'avenir. » Adrien Penaud promit de changer. Dehors,
Le jardin labyrinthique semblait moins menaçant sous la lumière du jour, ses haies trempées, brillant comme des émeraudes. Poirot, accompagné de Georges, fit une dernière inspection, s'assurant qu'aucun indice n'avait été oublié. « Cette affaire est close, mon ami, » murmura-t-il. « Mais elle nous rappelle que les secrets les plus anciens sont souvent les plus dangereux. » Dans l'après-midi, Poirot prépara son départ. Il salua Émilie avec une courtoisie exquise. « Madame, je vous laisse dans une paix précaire, mais vous avez ma confiance. Si jamais un nouveau mystère surgit, n'hésitez pas à faire appel à Hercule Poirot. » Elle le remercia chaleureusement, les larmes aux yeux, reconnaissante pour son génie. La nuit tomba, et le château retrouva une sérénité fragile. Poirot, dans sa chambre, rangea ses notes avec satisfaction. « Une autre énigme résolue, » murmura-t-il. « Mes petites cellules grises ont une fois de plus triomphé. Demain nous rentrerons à Londres, et cette sombre histoire ne sera plus qu'un souvenir. » Le lendemain matin, une lumière dorée baignait le château de Vallombreuse, transformant les murs de pierre en un tableau presque serein. Hercule Poirot, vêtu d'un costume élégant et tenant sa canne avec dignité, se tenait dans le grand hall, observant les rayons du soleil jouer sur les lustres de cristal. Une odeur de bois ciré et de café frais emplissait l'air, signe d'un retour à une normalité fragile après les tumultes des derniers jours. Le poids des événements passés semblait s'atténuer, mais Poirot savait que les cicatrices resteraient. Avant de partir, il fit une dernière visite à Émilie dans le salon, où les meubles de velours rouge et les tapis épais offraient un cadre solennel. « Madame, » commença-t-il, sa voix teintée d'une courtoisie formelle, « je vous laisse dans une paix retrouvée, mais je vous conseille la vigilance. La fraternité des ombres pourrait encore rôder, même si ses membres sont maintenant en garde à vue. Prenez soin de votre domaine et de votre famille. » Émilie, les yeux encore rougis par l'émotion, le remercia chaleureusement. Adrien, maintenant rétabli mais marqué par son épreuve, vint également saluer Poirot. « Monsieur Poirot, » dit-il, d'une voix tremblante mais sincère, « je ne sais comment vous remercier. Sans vous, je serais perdu, ou pire. Je promets de ne plus jamais céder à l'aventure aveugle. » Poirot, inclinant légèrement la tête, répondit « Monsieur, c'est une promesse sage. La logique et la prudence sont les meilleurs guides. Vous avez appris une leçon précieuse. » Dehors, le jardin labyrinthique, autrefois si menaçant, semblait maintenant paisible sous la lumière du matin. Les haies trempées scintillaient, et les statues brisées au centre du labyrinthe paraissaient moins sinistres. Poirot, accompagné de Georges, fit une dernière promenade, s'assurant que le souterrain était bien scellé et que aucun artefact dangereux n'avait été oublié. « Ce lieu a une histoire sombre, » murmura-t-il, « mais il peut renaître si on lui laisse le temps. » Dans l'après-midi, les autorités locales vinrent finaliser leur rapport, emportant les derniers documents et scellant officiellement le trésor dans une cachette sécurisée. Poirot supervisa l'opération avec une précision chirurgicale, s'assurant que chaque détail était documenté. « Messieurs, » dit-il aux inspecteurs, « la justice a été rendue, mais la prudence reste de mise. Ce trésor doit rester un souvenir, non une tentation. » Avant de quitter le château, Poirot s'arrêta une dernière fois dans la bibliothèque où les livres anciens semblaient murmurer des histoires oubliées. Il feuilleta un volume sur les légendes locales, notant que la malédiction de Vallombreuse était bien réelle, mais qu'elle n'était qu'une création humaine, une logique perverse de pouvoir et de cupidité. « Fascinant », murmura-t-il. « L'homme crée ses propres monstres, et c'est à nous de les démasquer. » La nuit tombait lorsque Poirot et Georges se préparèrent à partir. Le château, désormais silencieux, semblait respirer plus librement. « Demain, » dit Poirot à Georges, « nous rentrerons à Londres. Cette affaire est close, mais elle nous rappelle la fragilité de l'honneur et la puissance de la logique. » Le trajet de retour vers Londres fut paisible, les paysages hivernaux défilant comme un tableau en mouvement derrière les vitres du train. Hercule Poirot,
assis près de la fenêtre, observait les champs enneigés et les forêts silencieuses, son esprit déjà tourné vers de nouvelles énigmes. Une odeur de tabac et de cuir remplissait le compartiment, mêlée à une satisfaction discrète. Georges, assis en face, feuilletait un journal, mais jetait de temps en temps un regard respectueux à son maître. Arrivé à Londres, Poirot retrouva l'agitation familière de la ville, les rues bondées et les lumières éclatantes contrastant avec la solitude du château. Son appartement, avec ses meubles polis et ses rideaux de velours rouge, lui sembla un refuge bienvenu. Une tasse de café fumante l'attendait sur la table basse, préparée par Georges avec une précision militaire. « Ah, mon ami !» murmura Poirot s'asseyant dans son fauteuil favori. « Il n'y a rien de tel que le confort de la routine après une telle aventure. » Ce soir-là, il reçut un télégramme d'Émilie, lui assurant que tout allait bien au château, et le remerciant, une fois de plus, pour son génie. Poirot, souriant doucement, répondit par une lettre formelle. « Chère madame, je suis ravi de savoir que la paix est revenue. Si jamais un nouveau mystère surgit, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Avec toute ma considération, Hercule Poirot. » Il scella l'enveloppe avec soin, satisfait de cette conclusion. Dans son salon, il relut ses notes sur l'affaire, chaque détail parfaitement ordonné dans son esprit. Une conspiration, un trésor, une malédiction, tout cela n'était qu'une danse de logique déformée par l'ambition, murmura-t-il. Ces petites cellules grises, comme toujours, avaient triomphé, mais il se demandait si l'humanité apprendrait jamais de ses erreurs. Peut-être, conclut-il, mais c'est une autre énigme pour un autre jour. Le lendemain, il reçut la visite de l'inspecteur de Scotland Yard, qui le félicita pour son travail au château. « Monsieur Poirot, dit l'inspecteur, votre méthode est inégalée. Sans vous, cette affaire aurait pu rester insoluble. » Poirot, inclinant légèrement la tête, répondit « Merci, monsieur, mais ce n'est que logique. La vérité est toujours là, attendant d'être découverte par ceux qui savent regarder. » Dehors, Londres bourdonnait de vie, indifférente au drame qui se jouait dans l'ombre. Poirot, regardant par la fenêtre, sentit une paix intérieure. « Chaque mystère résolu est une victoire de l'ordre sur le chaos, » murmura-t-il. « Et pourtant, il y en aura toujours d'autres. C'est la nature humaine. » La nuit tomba sur la ville, et Poirot, satisfait, se retira dans sa chambre. « Une autre affaire close, » murmura-t-il, éteignant la lumière. « Demain, un nouveau défi m'attendra, mais pour l'instant, la logique a triomphé. » Quelques jours après son retour à Londres, une lettre parfumée arriva chez Hercule Poirot, portant l'élégant sceau du château de Vallombreuse. Assis, dans son salon feutré, où les rideaux de velours rouge filtraient une lumière dorée, et où une odeur de café et de cire flottait doucement, il ouvrit l'enveloppe avec soin. Émilie y exprimait sa gratitude éternelle, assurant que le domaine retrouvait peu à peu sa sérénité et que le souterrain restait scellé sous la surveillance des autorités. « Votre génie, monsieur Poirot, a sauvé plus qu'une vie », écrivait-elle. Il sourit, satisfait, et posa la lettre sur sa table basse. Ce soir-là, il invita Georges à partager un verre de cognac dans le salon, où le tic-tac régulier de l'horloge murale brisait le silence avec une précision réconfortante. Les meubles polis en chêne et les tapis épais donnaient à la pièce une atmosphère de calme studieux. « Mon ami » commença Poirot, sa voix teintée d'une réflexion profonde. « Cette affaire nous rappelle que les mystères les plus sombres naissent souvent de l'ambition et de la peur. Mais la logique, elle, reste immuable, un phare dans la nuit. » Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de Londres scintiller dans la pénombre. La fraternité des ombres, le trésor maudit, le labyrinthe. Tout cela n'était qu'une illusion, une toile tissée par des esprits humains faillibles. Mais nous l'avons démêlé, Georges, et ramené l'ordre. Georges, hochant la tête avec respect, répondit « Vous avez raison, monsieur. Votre méthode est une science. »
Poirot retourna s'asseoir, ajustant sa moustache avec soin. Cependant, continua-t-il d'un ton plus grave, il y a une leçon à tirer. L'humanité est fascinée par ses propres légendes, par ses trésors et ses malédictions. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on trouve, mais ce que l'on protège. La vérité, la justice, l'honneur. Il marqua une pause, ses yeux brillant d'une lueur philosophique. C'est là le vrai trésor, mon ami. Le lendemain, il reçut un dernier télégramme d'Adrien, qui promettait de consacrer sa vie à réparer les erreurs de sa famille et à veiller sur le château. Poirot répondit par une courte note. « Monsieur, votre résolution est louable. La logique et la responsabilité sont vos meilleurs alliés. Avec toute ma considération, Hercule Poirot. » Il scella l'enveloppe, satisfait de savoir que son travail portait des fruits. Avant de ranger ses notes sur l'affaire, il les relut une dernière fois, chaque détail parfaitement ordonné dans son esprit. « Une autre énigme résolue, » murmura-t-il. « Mais il y en aura toujours d'autres, car l'homme est un mystère vivant, un puzzle qu'il crée lui-même. Et c'est précisément pourquoi Hercule Poirot existe, pour apporter la lumière. » La nuit enveloppa Londres d'un silence apaisant, et Poirot, seul dans son salon, savoura ce moment de triomphe intellectuel. « La logique triomphe toujours », murmura-t-il éteignant la lumière. « Et demain, un nouveau mystère m'attendra, prêt à être démêlé. C'est mon destin, et je l'embrasse avec joie. » Quelques semaines plus tard, alors que Londres s'enfonçait dans l'hiver, Hercule Poirot reçut une visite inattendue dans son appartement. Assis dans son salon familier, où les rideaux de velours rouge tamisaient une lumière pâle et où une odeur de café et de tabac flottait doucement, il observait le feu crépiter dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs, de chêne poli. Le tic-tac de l'horloge murale, régulier et apaisant, était le seul son, jusqu'à ce qu'un coup discret à la porte brise le silence. C'était un messager, portant une enveloppe scellée avec un sceau étrange, une main, tenant une dague et une coupe, le symbole de la fraternité des ombres. Poirot, fronçant légèrement les sourcils, ouvrit l'enveloppe avec soin. À l'intérieur, un message bref, écrit d'une main élégante mais tremblante. « Le jeu n'est pas fini, nous reviendrons. Prenez garde, Hercule Poirot. » Il posa la lettre sur la table, ses petites cellules grises s'activant immédiatement. « Fascinant, » murmura-t-il. Pensait-il vraiment que leur ombre s'évanouirait si facilement? Il convoqua Georges, qui entra promptement, son visage marqué par une curiosité respectueuse. « Mon ami ?» dit Poirot d'un ton formel mais teinté d'une pointe d'excitation. « Il semble que notre récent triomphe n'ait pas mis fin à toutes les menaces. Cette lettre indique que la fraternité des ombres, ou du moins un de ses membres, persiste. Nous devons rester vigilants. » Georges hocha la tête, prêt à obéir, comme toujours. Dehors, la neige commençait à tomber, transformant les rues de Londres en un paysage de contes de fées silencieux. Poirot, debout près de la fenêtre, observa les flocons danser sous les lampadaires, son esprit déjà occupé à analyser cette nouvelle énigme. « La logique me dit qu'ils chercheront à venger leur échec, » murmura-t-il. Mais il sous-estime Hercule Poirot. Aucun défi ne reste sans réponse. Le lendemain, il envoya une lettre discrète aux autorités, les informant de cette menace potentielle et demandant une surveillance accrue autour du château de Vallombreuse. Puis, il s'assit à son bureau, rédigeant une réflexion personnelle sur l'affaire. « Cette expérience, écrivit-il, m'a appris que les ombres ne disparaissent jamais complètement. Elles se cachent, attendent, espérant une faiblesse. Mais la lumière de la logique les dissipe toujours. » Ce soir-là, alors que la neige continuait de tomber, Poirot savoura un dernier café, méditant sur le passé et l'avenir. « Peut-être, » murmura-t-il, « la véritable malédiction n'est pas dans le trésor, mais dans l'obsession qu'il inspire. Et pourtant, tant qu'il y aura des mystères, Hercule Poirot sera là pour les résoudre. » Il sourit, satisfait,
éteignant la lumière avec une certitude inébranlable.